Réaction directe et puis ensuite on ouvre le débat. Donc, peut-être moi, ce qui m'a le plus intéressé dans ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, comme on est dans l'innovation, c'est ce que j'avais mis sur une diapositive, c'est-à-dire qu'on doit s'imposer plus que la norme. C'est ce qu'on est en train de faire sur le nanoporeux, parce qu'en fait, de façon un peu caricaturale, je pourrais dire que la norme ne nous demande pas tant de choses que ça, et que du fait de nos connaissances, on pense qu'il faut en faire un peu plus. Et donc, là, le problème, c'est qu'effectivement, c'est peut-être un des problèmes, en fait, c'est qu'on n'a pas, en France, on discute pas comme aux États-Unis avec la FDA dans des échanges scientifiques interactifs, et que je pense que si on discutait de façon interactive, on mettrait d'abord il ferait venir des experts, il y aurait des discussions, et là on mettrait beaucoup plus sur la table la scène de l'innovation translationnelle. Donc du coup, on se sent un petit peu seul, chacun dans son coin. Et je pense qu'effectivement, actuellement, dans tout ce que j'ai montré, surtout dans le dernier protocole avec le nanoporeux, on est en train de s'imposer beaucoup plus que la norme. Puis après, je dirais sur le côté indispensable, de façon très précoce, d'avoir des compétences du domaine, alors des sciences humaines et sociales. On a repéré qu'il fallait des philosophes, des éthiciens, des sociologues pour réfléchir sur les usages. Et ce qu'on se dit, c'est que dans 5 ans, parce que l'INSERM c'est tous les 5 ans, mais il faudrait qu'il y ait une équipe de SHS dans l'unité. Ça me paraît essentiel. Merci beaucoup. Donc Christine Dosquet, je suis membre du comité d'éthique de l'INSERM en tant que présidente de l'Institutional Review Board de l'INSERM. Donc ce que vous avez dit sur le consentement m'a paru particulièrement intéressant et important. S'agit-il de donner un nouveau rôle au patient ou s'agit-il de lui donner le rôle qu'il aurait dû toujours avoir ? Je crois qu'on a souvent une attitude très paternaliste, c'est-à-dire que très souvent, finalement, on choisit pour le patient. Et effectivement, je pense qu'il est extrêmement important d'avoir une information informative par sa forme et par son fond, et délivré de façon informative. C'est-à-dire que ce n'est pas un papier donné comme ça. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et je crois que ce n'est pas un nouveau rôle, c'est le rôle que le patient devrait toujours avoir. En fait, on s'est vite rendu compte que les gens ne comprenaient pas ce qu'on disait. Donc en fait, on a fait des groupes de travail donc coordonnés par des sociologues avec des patients, les médecins, des familles. Vous parliez, voilà, les associations de patients sont très importantes. Et donc ça a pris 1 an, donc avec tout un document d'information, en sachant qu'on est écartelé entre 2 choses, en particulier pour le premier patient. C'est-à-dire comment on dit au patient, c'est la première fois, je ne vous apporterai rien et ça ne s'est jamais fait, donc vous pouvez mourir. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut aussi faire ça à l'américaine et c'est aussi trop violent. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, enfin, en tout cas, qui pour moi est très difficile, c'est comment garder l'honnêteté sans avoir une honnêteté qui est l'attitude américaine qui donne les pronostics très défavorables. Donc là, en fait, il faut qu'il y ait une équipe autour qui construise ça. Josette Félix, je préside l'association de maladies rares Pemphigus, Pemphigoïdes France. Vous avez parlé aussi du principe de précaution. Et je voulais vous demander quelle est la liaison entre les comités d'éthique et les personnes qui s'en occupent et qui ont des responsabilités dans ce domaine, et la gestion ou la modification éventuelle, puisqu'il en est beaucoup question, du principe de précaution. Est-ce que les deux fonctionnent ensemble avec les mêmes personnes ou bien est-ce que ce sont 2 entités différentes ? Je vais dire un petit mot, puis après je vais passer la parole à Hervé Schneeweiss. Pourquoi je pose la parole à Hervé Schneeweiss ? D'abord parce que c'est le chef de notre comité, qu'en France on a le culte du chef. Mais je vous rassure, on garde notre indépendance et de temps en temps on le fait souffrir. Mais non, pour une raison simple, c'est que la question que vous posez, j'ai envie de vous demander de quel type de comité d'éthique parlez-vous ? Voilà, parce que s'il s'agit d'un comité d'éthique comme celui de l'INSERM, il est clair, vous avez vu dans notre programme et dans nos actions qu'on traite des questions d'éthique qui concernent l'institution et le monde de la recherche et les chercheurs au premier plan, et par ricochet donc leurs partenaires patients, leurs partenaires médecins, leurs partenaires industriels ou financeurs. La question que vous posez est une question plus d'éthique sociétale, et à ma connaissance, c'est plutôt le comité national d'éthique qui se positionne sur ces questions-là. Donc voilà, je vais lui passer la parole puisque Hervé a la chance d'en faire partie. Mais sur la question plus prosaïque du principe de précaution, il faudrait juste un petit jalon à poser, quoi. C'est-à-dire que
le principe de précaution, dans son historique, était un principe de précaution par rapport aux phénomènes environnementaux de préservation de la planète. Et on voit très bien comment, d'un point de vue conceptuel, le politique s'en est emparé sur un versant du principe de précaution dans le champ de la santé. J'ai pour habitude de dire par moment plus pour se protéger lui-même que pour protéger les populations, mais ce serait une petite dérive. Mais néanmoins, il y a un peu de ça. Et que de ce biais-là, tout ce qui est innovant et prise de risque dans le champ de la recherche peut apparaître comme une prise de risque difficile à gérer pour le politique. Et puisqu'on a dit tout à l'heure que j'étais médecin légiste, on est aussi chargé des questions indemnitaires. Et tout ce volet-là est en filiation. C'est-à-dire que de temps en temps, il paraît plus simple d'interdire et de bloquer pour ne pas avoir à gérer des conséquences potentiellement difficiles de la recherche. Et l'affaire Rennes vient de nous le rappeler. La recherche n'est pas sans risque pour le politique, c'est un vrai sujet. Donc interdire à un moment une pratique de recherche à risque pourrait apparaître comme phénomène plus sécurisant en termes d'annonce et de gestion politique. Bien évidemment, quand on est du point de vue de la science et de l'exposé que vient de faire François Bergeon, on voit très bien l'incongruence conceptuelle entre les deux éléments, c'est-à-dire qu'un principe de précaution basé sur le fait qu'il ne faut pas toucher au cerveau, il ne faut pas prélever, il ne faut pas mettre d'implant, viserait à l'interdire toute recherche, et donc toute recherche de finalité de progrès. Donc on est bien dans ce débat-là, autour de l'application du principe de précaution en sciences. Voilà, Hervé, je peux... Juste en 2 minutes, on a quand même des niveaux de régulation et des niveaux de discussion qui sont très différents. Par rapport au principe de précaution, Grégoire vient de le dire, le principe de précaution, c'est un principe d'action. C'est-à-dire dans une situation d'incertitude, quand le politique se retrouve dans une situation d'incertitude et une démarche proportionnée vis-à-vis de dégâts qui peuvent être irréversibles, bon, ça avait été le traité de la mer du Nord, excusez-moi, sur les dégâts liés aux marées noires. Ensuite, c'est devenu évidemment les scandales sanitaires des années 80. Il a été mis en place par le politique des agences de régulation indépendantes. On a beaucoup cité la NSM qui fait partie de ces agences de régulation. Il y a aussi l'agence de sécurité alimentaire, il y a aussi l'agence de sécurité environnementale, il y a aussi l'Institut de veille sanitaire, donc des agences de régulation indépendantes pour être capable de donner l'alerte, pour être capable de faire des expertises indépendantes du politique et pour être capable de donner des directives. Ensuite, vous avez vraiment deux orientations. Bon, il se trouve que je multiplie les casquettes et les conflits d'intérêts. Donc vous avez une orientation qui est clairement celle du politique. Le politique, c'est la représentation nationale, donc Sénat et Parlement. Et là, vous avez un office parlementaire des questions scientifiques et technologiques. Cet office parlementaire a un conseil scientifique, dont je fais partie, et il s'empare de questions. Et par exemple, la question du principe de précaution a été réévaluée récemment. Vous pouvez trouver en direct sur le site de l'Office des débats publics, en particulier dans le contexte de la dernière loi santé, par rapport à l'introduction dans la loi de la notion d'exposome. Et nous avons à l'INSERM Robert Barouki, qui a été un des principaux, en tant que consultant sur la toxicologie, un des principaux inspirateurs de l'introduction dans la loi de la notion d'exposome et de toutes les questions d'épigénétique qui vont autour de la notion d'exposome. Donc là, on est dans l'élaboration de la loi. Les scientifiques sont des experts mobilisés pour l'élaboration de la loi, mais c'est aux politiques de prendre ces décisions, politiques, c'est-à-dire Sénat, Assemblée nationale. De l'autre côté, vous avez des instances qui sont des instances de débat. Nous, le comité d'éthique de l'INSERM, on est une instance qui travaille en pratique sur les questions éthiques posées au sein de la recherche. Et je pense que l'exposé de François a été particulièrement illustratif de ces questionnements qui accompagnent les recherches. Ensuite, le politique a mis en place depuis 1982 un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie, dont ma camarade et la santé, dont ma camarade Dominique Touvenin et moi-même faisons partie. Et ce comité s'empare des questions sociétales qui ne sont pas forcément les questions des laboratoires. La question de la fin de vie, par exemple, n'est pas une question de recherche au sein des laboratoires de l'INSERM. La question de la fin de vie fait partie du débat animé par le CCNE. Des questions comme la notion de consentement, la notion d'information, la notion d'accompagnement, la notion de participation, qui mettent en question les libertés publiques ou la liberté de l'individu en relation avec la potentialité du gain pour la société.
devrait probablement faire partie de questions dont s'empare le CCNE, non pas pour élaborer la loi, ce n'est pas son rôle, mais pour éclairer le débat public, ça c'est le rôle du CCNE, mettre en lumière les questions qui font tension et ensuite laisser le politique à un instant donné décider. Effectivement, souvent, le politique cherche à se couvrir. Depuis Georgina Dufoy, je suis responsable mais pas coupable. Beaucoup de choses ont été faites plutôt pour protéger le politique. Aujourd'hui, dans une démocratie, on a à ouvrir le débat et à voir tous ensemble comment on veut le traiter. Pierre Joannet, je suis membre du comité d'éthique de l'INSERM. J'ai été intéressé par votre rapprochement entre le cerveau et le germane. Je fais partie de ceux qui pensent qu'un neurone, finalement, ce n'est qu'un spermatozoïde un peu modifié. Mais j'ai été troublé par votre position qui consiste à interdire toute modification du cerveau et du germane. Et je voudrais savoir pourquoi et comment vous voudriez interdire toute modification du cerveau et du germane quand on sait que la médecine, que la recherche consiste en grande partie à modifier les cellules, les fonctions, etc. Et pourquoi exclure le cerveau et le germane, finalement, de ce champ de recherche et d'action médicale? Et pour être plus précis, est-ce que vous iriez jusqu'à interdire toute dérivation de cellules cérébrales ou toute dérivation de cellules germinales à partir de cellules souches? Mon rôle de chercheur, c'est pas du tout d'interdire. Là, c'était juste de dire, attention, si on modifie le cerveau de quelqu'un qui n'a pas de pathologie, ça doit être l'objet d'une expertise sociétale, éthique, qui va décider qu'on le fait ou qu'on ne le fait pas. Et ça se positionnait par rapport au délire transhumaniste, où effectivement, actuellement, certains revendiquent d'avoir des électrodes intracérébrales pour améliorer la mémoire, et où si on les laissait faire, clairement, ça se mettrait en place. Donc c'était juste par rapport à ça. Après, s'il arrivait... je sais pas, des technologies qui permettraient de prévenir l'Alzheimer en stimulant à 30 ou 35 ans chez des gens qui n'ont aucun symptôme, pourquoi pas, mais il faudrait le faire dans une démarche très 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 rigoureuse. C'est tout ce que... Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure, peut-être ? On va juste pour conclure, peut-être en rebondissant directement sur les propos de monsieur, j'ai particulièrement apprécié quand même aussi le rappel du chaînage du montage économique de la recherche qui a été le vôtre et qui permet quand même aussi de débastionner largement le débat par rapport à notre intervention de ce matin sur liens et conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que je parle sous votre contrôle, il faut relativement être clair sur le fait que ces innovations ne trouvent pas de réponse satisfaisante dans le cadre purement institutionnel public, mais que quand même le cadre législatif a évolué sur la possibilité donnée aux chercheurs de se lancer dans des aventures économiques, mais là, au sens noble du terme, j'ai envie de dire pas capitalistique, économique au sens de faire vivre un nouveau modèle économique de la recherche, de susciter des partenariats et de mettre ça dans le cadre de start-up. Et je trouve que ça aussi c'est important dans le débat public de le redire aujourd'hui, parce qu'il y a eu une intervention tout à l'heure qui a été un petit peu difficile quand on entendrait que les chercheurs seraient uniquement des gens qui iraient à la machine à sous chercher leur cacheton de telle ou telle fibre industrielle. Ça n'a strictement rien à voir avec des chercheurs qui montent des modèles économiques responsables, raisonnables, transparents, validés par l'institution publique, de manière à faire abonder un partenariat privé-public intelligent. Voilà, je voulais le dire parce que dans le débat aujourd'hui, y compris par rapport à certains grands orateurs qui ont eu des grandes fonctions dans la médecine française, la génération qui est la mienne a envie d'entendre un autre discours un peu plus positif sur les partenariats privés-publics. Ça c'est très important, je n'ai pas du tout honte. Il était obligatoire pour les patients qu'il y ait une start-up qui industrialise. Quand on passe en phase 2, il y a 150 patients. Donc là, il faut un industriel. Donc on a, avec l'INSERM et le CEA, déposé des brevets. Et donc ça fait partie de notre travail. Et je pense que là, on a tous les guidelines qu'il faut pour gérer les conflits d'intérêts. Merci beaucoup.